Bonsoir à tous, lundi 30 septembre, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue si vous nous rejoignez, voici les titres de ce journal. Après la disparition de Jacques Chirac, la journée de deuil national et d'obsèques ce lundi. Des minutes de silence ont été observées dans les mairies yvelinoises cet après-midi et une cérémonie d'hommage est également prévue ce soir à 19h à Poissy. Saint-Cyr-l'École relève le défi « Ma cité va briller ». Une cinquantaine de personnes, dont de nombreux jeunes, a participé au nettoyage du quartier Gérard-Philippe samedi. Ce challenge parti du Val d'Oise, fin juillet, a fait le tour de France. Et puis c'est le premier de la saison. Toute cette semaine, la rédaction consacre un dossier au cinéma dans le département. Focus ce soir sur les jeunes qui se forment au métier du secteur à l'école 3IS à Elancourt. Et ils vont m'accompagner pendant une grande partie de cette édition. Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Bonsoir. Maire Les Républicains de Plaisir. Bonsoir Stéphane Manson. Bonsoir. Professeur de droit public à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Avec vous, on s'interrogera notamment de la trace que laisse Jacques Chirac dans l'histoire de la politique française. Le deuil national, 3 jours après la disparition de Jacques Chirac. Les obsèques de l'ancien président de la République se sont tenues aujourd'hui à Paris. Cérémonie privée aux Invalides, puis une messe en l'église Saint-Sulpice suivie par plusieurs milliers de personnes. Un moment de recueillement aussi dans les écoles et à la préfecture des Yvelines à Versailles, où près de 200 personnes ont assisté à une minute de silence à 15h. On va peut-être voir les images. Personnel de la préfecture, du conseil départemental, mais aussi des anonymes étaient présents. L'hymne national y a été entonné. Vous n'avez pas vu ces images. Vous allez peut-être voir ces images à Trappes où une minute de silence a été également observée à 15h, comme dans toutes les communes yvelinoises. Le maire d'Hiver Gauche, Guy Malandin, qui a côtoyé Jacques Chirac lorsque celui-ci était Premier ministre puis président, a tenu à faire un discours en amont. L'élu a mis en avant le chef d'État au même niveau que 2 autres dirigeants français, le général de Gaulle et François Mitterrand. Il retient de Jacques Chirac son engagement dans les valeurs républicaines. Écoutez Guy Malandin au micro de Mélanie Poquet. Je souris comme ça parce que quand il était Premier ministre, j'ai dû voter contre 80% de ce qu'il présentait, mais je veux dire que c'était du vrai débat. C'était du vrai débat politique, un homme qui faisait attention, je le signalais tout à l'heure. Moi, j'ai rapporté 5 lois, quelques-unes sous son mandat, et puis d'autres en opposition, etc. Jamais il est passé à côté de moi sans me dire bonjour, comme il le disait aux autres parlementaires qui étaient là. Hommage également que nous avons suivi à Montigny-le-Bretonneux, où la première maire adjointe a fait un rapide discours excusant l'absence du maire et d'autres adjoints. Discours suivi d'une minute de silence, puis d'applaudissements des élus, employés de mairie et Igny-Montin présents. Jacques Chirac qui avait tenu un meeting au stade Pierre de Coubertin pour sa campagne de 1995 et qui était venu inaugurer aussi à la ferme du Manet en 1991. Suzanne Blanc, alors élue municipale et responsable de la circonscription RPR, se souvient au micro de Marilène Yapichino. À ce moment-là, j'ai été présentée officiellement à Jacques Chirac par Étienne Panne, qui était notre député du moment, comme étant la responsable de son parti. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un très grand moment que j'ai vécu avec bonheur, comme j'en ai vécu énormément, puisque dès 1984 ou 83, avec mon mari, nous avons fait toutes les campagnes de Jacques Chirac. Joséphine Coleman-Berger, hommage également dans votre commune à Plaisir, où les drapeaux aussi sont en berne depuis la fin de semaine dernière. Vous avez mis aussi à la disposition des habitants en mairie un registre pour écrire un mot en mémoire de Jacques Chirac. Pourquoi c'est important pour vous de faire participer la population à ce moment de recueillement ? Je pense que cet élan a été national, on l'a bien senti. C'était un élan qui n'avait rien de politique, c'était très humain, c'était affectueux. Donc il me semblait tout à fait, important de pouvoir répondre à des demandes qui ont été faites dans notre municipalité, à la mairie, pour pouvoir laisser un petit quelque chose pour la famille. Et donc voilà, on a souhaité les accompagner comme ça. Alors restez avec nous, vous êtes venu nous parler de la semaine de l'environnement qui a débuté à Plaisir. C'est la deuxième pour la ville plaisiroise. On va en parler tout à l'heure. On me dit à l'oreillette qu'on doit avoir Carl Olive aussi dans ce journal, où une cérémonie, Carl Olive, le maire de Poissy, où une cérémonie doit se tenir à 19h. Carl Olive qui n'est pas encore avec nous en direct. On le retrouvera peut-être tout à l'heure dans ce journal. Je me tourne vers vous, Stéphane Manson, professeur de droit public à l'UVSQ, avec donc ces nombreux hommages qu'on a pu voir
aujourd'hui en France, dans les Yvelines. Des milliers de personnes qui ont fait aussi la queue ce week-end, ce dimanche, pour se recueillir devant le cercueil de Jacques Chirac jusqu'à aussi très tôt ce matin. Comment on explique qu'un président de la République qui a pu cliver politiquement bénéficie d'un tel hommage, d'une telle popularité aujourd'hui? Je n'oserais pas vous dire que les Français aiment bien leur président une fois qu'ils sont décédés, mais pas loin. Il ne faut pas oublier que, comme les autres, que Jacques Chirac, comme tout, j'allais dire, les grandes figures qui ont marqué la vie politique de notre pays, Jacques Chirac a connu des moments de très grande impopularité, extrêmement violents, extrêmement forts. Il y a de nombreuses casseroles aussi politiques, des casseroles judiciaires, des phrases, voyez, le bruit et l'odeur, des phrases comme ça qu'il a oui, mais ça, prononcées. il a dit lui-même que c'était un dérapage plus que malheureux. Bon, et puis la suite a montré que il n'était pas ce facho qu'il a été décrit de manière assez erronée pendant un temps. J'oserais vous dire là aussi que Jacques Chirac, c'est de ce point de vue-là, de mon point de vue, le dernier président du XXe siècle, c'est-à-dire une longévité en politique, 40 ans. On a lu et entendu ces derniers jours que ça ne serait plus possible. Je crois que c'est plutôt sain, que c'est plutôt bien, avec les affaires de cumul de mandats, etc. Ça va être compliqué maintenant pour des grands élus de survivre pendant 40 années, ce qui est colossal, ce qui est énorme, et puis une certaine manière d'aborder la politique avec un appareil politique derrière lui, un parti politique qu'il avait fondé, le RPR, en 1976, pour lui permettre d'accéder à la présidence, une véritable machine politique à son service. Tout ça, aujourd'hui... C'est la politique d'hier, finalement. C'est de la politique d'hier. Alors, c'est de la politique d'aujourd'hui empreinte, parfois assez largement, y compris sous des aspects un peu négatifs. Mais en tout cas, cette popularité, je crois qu'elle est due à plusieurs facteurs. D'abord au fait que... après avoir trahi lui-même, Chirac a été trahi par Balladur. Il est entré dans la campagne présidentielle, vous savez, avec ses poignards plantés dans le dos, tel qu'on le représentait dans Les Guignols, qui était une émission extrêmement regardée à l'époque. Et puis il y a eu aussi, après son second mandat, un homme malade, un homme affaibli que les Français ont pu voir. Et puis il y a au-delà de tout ça une personnalité exceptionnellement attachante, plus encore que les présidents qui l'avaient précédé, et plus encore, me semble-t-il, que ceux qui lui ont succédé. Alors, il a été président de la République de 1995 à 2007. Plusieurs faits marquants entre les deux mandats, le duel au deuxième tour des présidentielles de 2002 contre Jean-Marie Le Pen, son discours sur le Veldiv, son refus aussi de s'engager en Irak. Est-ce qu'il y a un moment, vous, que vous retenez dans ces deux mandats de président de la République? Moi, alors, s'il fallait retenir une chose, et qui résonne beaucoup, à mon avis, aujourd'hui, c'est son refus catégorique, systématique, de s'allier avec les extrêmes, et notamment avec le Front National. Il a tenu bon, et son dernier message adressé aux Français, adressé à la nation, a été de dire en substance « méfiez-vous des extrêmes », parce que les extrêmes, ça divise, et puis ça n'a rien de bon. Donc je pense que je retiens ce côté un peu, on l'a dit aussi, un peu ratsoc, radical socialiste. Il était, de mon point de vue, plus radical socialiste, Troisième République, que gaulliste. Et c'est un compliment. Guy Malandin, qui est un maire de gauche, maire de Trappes, le plaçait tout à l'heure au même niveau dans l'histoire de la politique française que le général de Gaulle ou François Mitterrand. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Ça, c'est très subjectif. Il y a une affaire de longévité que n'ont pas eu jusqu'à présent les autres chefs de l'État de la Ve République. Il y a une affaire de personnalité et de style. Pourquoi pas? Mais ça, j'allais vous dire, Jacques Chirac entre dans l'histoire, mais il faudra une histoire un peu plus longue pour le déterminer. Et puis tout cela est extrêmement personnel, extrêmement subjectif. Merci Stéphane Manson pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Direction tout de suite Poissy, où un hommage républicain, je le disais tout à l'heure, doit se tenir à 19h sur le parvis de la mairie. Bonsoir Carl Olive. Bonsoir Grégory, bonsoir à tous. Vous êtes le maire d'hiver droite de Poissy. Alors, dès l'annonce jeudi de la mort de Jacques Chirac, vous avez décidé d'organiser cette cérémonie. Il y a eu des minutes de silence aujourd'hui. Pourquoi, pour Poissy, organiser aussi cette cérémonie ce soir? Parce que Jacques Chirac était un président, je dirais, historique, un président de tous les Français,
un président gaulliste et il se trouve que tout le monde se reconnaît aujourd'hui dans l'image, dans l'héritage que nous laisse Jacques Chirac. Vous savez, Jacques Chirac, aujourd'hui, s'il y avait un héritage, en tout cas que les maires de terrain, et Joséphine Colsman-Berger en sait quelque chose, notre collègue maire de Plaisir, cet héritage, c'est d'être sur le terrain, d'être dans la proximité. On voit bien que Jacques Chirac adorait cela. Il le disait, il aimait les gens, Jacques Chirac. Et je le dis souvent, aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. Donc ce soir, on est content de partager l'émotion intergénérationnelle. Je dis bien intergénérationnelle. Il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas nés au moment même où Jacques Chirac a été élu président de la République, qui se retrouvent aujourd'hui. Parce que finalement, Jacques Chirac, c'était un président sympa. Jacques Chirac, il a manqué à la politique et on s'aperçoit depuis son décès qu'il manque aux Français. Alors vous parliez d'héritage, votre engagement à vous politique est assez récent, une dizaine d'années seulement. Est-ce que Jacques Chirac vous a marqué politiquement? Est-ce qu'il vous a donné aussi envie peut-être de vous engager dans la politique? Vous savez, quand vous êtes petit enfant, arrière-petit enfant de résistant et que vous avez suivi un héritage gaulliste, évidemment que Jacques Chirac et le gaullisme parlent. Et aujourd'hui, il y a une très belle modernité dans ce que disait Jacques Chirac. D'abord, il y avait cette autorité. Un chef est là pour cheffer. C'est une expression de Jacques Chirac. Et puis derrière, il y avait aussi cette empathie au niveau des gens. Il aimait les gens, quels qu'ils soient, de gauche comme de droite. D'ailleurs, aujourd'hui, qui saurait dire véritablement si Jacques Chirac était un homme de gauche ou de droite? C'était un président de la République, de toute la République, sans embâche, sans ambiguïté. À ce titre-là, lorsque vous êtes maire, vous ne vous levez pas le matin en vous demandant si vous allez faire une politique de gauche ou une politique de droite. C'est ça aussi l'héritage de la Chiraquie. Merci Carl Olive, maire de Poissy. Poissy où se tient ce soir un hommage républicain. C'est à 19h sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Politique toujours au niveau local. En fin de semaine dernière, le conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se réunissait pour la première fois en cette rentrée. Une séance marquée par quelques modifications dans les vice-présidences après plusieurs démissions au sein des conseils municipaux. On fait le point avec Mélanie Poquet. Un conseil d'agglomération plutôt calme en cette fin de mois de septembre. Saint-Quentin en Yvelines reprenait le chemin des délibérations au moment où plusieurs conseils municipaux ont été chamboulés. On n'est pas inquiet, vous l'avez senti d'ailleurs ce soir, il y a même eu un petit complément financier qu'on a donné parce qu'on avait de bons résultats sur un certain nombre de choses. Non, pour l'instant ça se passe plutôt bien. À 5 mois des élections municipales, le conseil d'agglomération voit une nouvelle vice-présidente être nommée. Danielle Viala, élue à Guyancourt, récupère le poste laissé vacant par Marie-Christine Le Tarnec et démissionnaire. Ce schéma, il a été apprécié de tout le monde, aussi bien les maires de gauche que les maires de droite. Donc je pense qu'on ne va pas changer quelque chose qui fonctionne. Ils ont en plus des vraies délégations. L'équipe de Guyancourt, voilà, je joue le jeu de temps en temps. On a une différence sur un dossier, etc. Mais on en parle et on construit ensemble. Ça se finit toujours sur une issue positive. Ouais. Parmi les délibérations, un plan de déploiement du numérique scolaire inscrit dans le contrat Yvelines Territoire du département. D'un montant de 7 millions d'euros, Saint-Quentin-en-Yvelines y investira plus d'1,5 million. Joséphine Colmans-Berger qui est toujours avec moi en plateau, justement, vice-présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines et aussi maire de Plaisir dans votre ville où est organisée la deuxième semaine de l'environnement. C'est jusqu'à dimanche avec plusieurs animations au programme. Pourquoi proposer cette semaine à vos habitants ? Écoutez, ça fait plusieurs années que nous sommes en réflexion justement pour dynamiser autour de l'environnement et toute cette problématique qu'aujourd'hui nous vivons par rapport à la planète, comme on dit, c'est un petit peu généraliste, mais il est vrai que c'est un vrai sentiment qui est ressenti par la population. Donc cette année, on a encore forcé davantage toutes les activités, puisqu'on avait déjà commencé les années précédentes, comme je vous le disais, mais cette année, on a toute une semaine très dense avec du nettoyage. J'entendais justement que ma collègue de Saint-Cyr-l'École avait aussi déclenché quelque chose, mais il est vrai que nous, on a mis ça aussi samedi avec des enfants sur toute la collectivité. On a aussi des activités avec des soirées conférences, on a aussi le répar café, on a des improvisations théâtrales. Exactement, aussi. Donc toute une série d'activités qui, je dirais, doivent sensibiliser. C'est pas uniquement faire quelque chose pour faire quelque chose, c'est véritablement quelque chose qui doit sensibiliser au niveau intergénérationnel, puisque là on touche aussi bien les enfants que les personnes d'un certain âge. Et il est important
que tout le monde prenne conscience que la ville de plaisir est véritablement engagée dans cette démarche de l'environnement. Et vous l'évoquiez, les habitants sont de plus en plus demandeurs, ils sont de plus en plus sensibilisés à ces thématiques. Alors non seulement ils sont demandeurs, mais ils apportent aussi des idées, ils apportent des actions justement pour aller dans ce sens-là, puisque nous avons une association qui s'appelle Plaisir en transition, qui nous apporte régulièrement toute une série d'activités à mettre en place et avec la ville, on est partenaire pour pouvoir développer tout ça. Je reconnais qu'aujourd'hui, il faut, et je ne vais pas faire de lien avec Carl Olive, mais il parlait de génération terrain dans le sens du maire terrain. Aujourd'hui, il faut écouter les personnes qui sont sur le territoire et toutes les attentes que nous mettons en place, c'est parce que aussi nous les entendons. Nous devons être bien sûr précurseurs dans beaucoup de domaines, mais on les entend et on y répond. Donc on a toute une série d'actions, bien sûr, qui sont des actions typiques, avec ce que je vous disais, comme des conférences et toute une série de théâtre, d'improvisation sur ce sujet-là, mais aussi sur des choses qui sont peut-être moins visibles dans un premier temps, mais qui sont aussi des bornes électriques qui sont installées, de l'écovoiturage qu'on est en train de développer, les pistes cyclables, puisqu'on a un champ aujourd'hui d'actions aussi mises en place là-dessus. Plus de 4 millions d'euros doivent être investis sur la collectivité pour les pistes cyclables. C'est toute une démarche finalement. C'est toute une démarche complète et vraiment forte qui pour nous est plus qu'indispensable aujourd'hui. Et une semaine de l'environnement à plaisir aussi sur vos réseaux sociaux, sur YouTube. Le 4e Plaisir en vrac vous donne quelques astuces contre le gaspillage alimentaire. Regardez. En moyenne, un Français comme moi jette environ 30 kg de nourriture chaque année, soit un repas par semaine, à la poubelle. Je te laisse réfléchir. En France, on compte 10 millions de tonnes de nourriture jetée chaque année. Et ça coûte cher tout ça, ça représente 16 milliards d'euros à la poubelle aussi. Mon argent! Vous êtes sérieux? On vient de voir donc un extrait du 4e numéro de Plaisir en vrac qui est animé par Thomas. C'est une chronique YouTube sur la ville de Plaisir. C'est aussi intéressant d'utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser là, sur cette thématique de l'environnement. Oui, mais je crois que ça correspond plus à ce que les jeunes attendent aussi comme communication, parce que l'humour en fait partie, et puis en même temps on fait passer des messages. C'est vrai que les chiffres qui sont annoncés là peuvent paraître importants, mais quand je vous dis 34 tonnes de déchets dans les cantines sur la ville de Plaisir pendant une année, c'est colossal. Et tout ça, nous allons le récupérer pour le mettre, bien sûr, aujourd'hui au niveau d'un traitement qui va nous permettre aussi, dans la méthanisation, eh bien, peut-être d'alimenter des bus et des voitures sur le territoire pour pouvoir récupérer tout ça. Mais bien sûr, en parallèle, on forme les enfants pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas gâcher. Un dernier mot, il y a aussi forcément un côté festif. Ce samedi, c'est la fête du miel. C'est un événement classique à Plaisir et qui est rattaché du coup à cette semaine de l'environnement, fête du miel, qui met en avant notamment les abeilles. C'est pour protéger les abeilles qui sont ô combien importantes pour la biodiversité. Fondamental, puisqu'on dit que s'il n'y a plus d'abeilles, l'homme va disparaître. On a des agriculteurs aussi qui fonctionnent bien au niveau de cette démarche-là, au niveau de Plaisir, des vrais agriculteurs. Et puis bien sûr, on a notre association Fétiche qui aujourd'hui est sur notre territoire et qui fait cette foire au miel et dans lesquelles il y a aussi des producteurs qui viennent d'autres villes. C'est un beau moment. Si vous voulez goûter du miel et manger du pain d'épices extraordinaire, il faut venir à Plaisir ce week-end. Le message est lancé. Semaine de l'environnement jusqu'à dimanche à Plaisir. Le programme complet, bien sûr, à retrouver sur le site internet de la ville. Merci, Joséphine Colmans-Berger. Merci à vous. Maire Les Républicains de Plaisir. C'est un défi justement en rapport avec l'environnement qui a fait le tour de France. L'opération Ma Cité va briller a investi Saint-Cyr-l'École. Une cinquantaine de personnes, dont plusieurs enfants, s'est mobilisée pour nettoyer le quartier Gérard Philippe. Initiative lancée localement par plusieurs associations. Reportage de Nicolas Dandry, la voix de Manon Varaldo. Saint-Cyr-l'École veut faire briller sa cité. Des nombreux jeunes du quartier Gérard Philippe ont participé au nettoyage de leur lieu de vie. Avec un sac poubelle à la main, des gants et la volonté de protéger l'environnement, ils ont ramassé de nombreux déchets. C'est important parce que nous, on veut que l'environnement il reste intact, qu'il n'y a pas de défauts, qu'il n'y a pas de pollution. Donc on est là, on aide, on soutient, tout ça, c'est plutôt cool. C'est arrêter de polluer, respecter sa ville en fait. Protéger l'environnement, c'est ne pas l'abîmer. Cette opération nettoyage s'inscrit dans le défi Ma Cité va briller, lancé par des quartiers de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. À Saint-Cyr-l'École, l'association Audace a lancé l'initiative accompagnée par les Colibris. Ça apporte un aspect positif. En général, quand on parle des quartiers, c'est toujours des aspects un peu négatifs. Et là, c'est une bonne chose que des propres jeunes de leur propre quartier prennent l'initiative pour essayer d'améliorer leur quartier tout simplement.
L'association Audace œuvre pour les jeunes de ce quartier un accompagnement sportif, culturel et social connu par la municipalité. C'est des jeunes que je connais, que je vois tout au long de l'année. Et aujourd'hui, je suis contente de les voir se mobiliser pour un beau challenge. Et qu'est-ce qu'on en dit ? Je pense qu'ils sont tous complètement conscients. Après, c'est toujours pareil, c'est le geste individuel qui est compliqué, c'est le changement de mentalité. Et c'est la tradition, pour ma cité va briller, le quartier Gérard Philippe a lancé le défi à une autre ville. Les Saint-Cyriens ont nommé Fontenay-le-Fleury. 52 minutes, c'est en moyenne le temps de trajet domicile-travail pour les Franciliens en transport en commun. Pour permettre aux salariés d'optimiser ce déplacement en temps de travail, une start-up saint-quentinoise a imaginé un bus ultra connecté. Une première expérimentation s'est déroulée entre Paris et le site Airbus à Elancourt. Marilène Yapichino, Patrick Jacques de Dixmude et Rodolphe Blondel. D'apparence ordinaire, ce bus, le Mobile Office, est en réalité une pépite technologique. À l'intérieur, ses utilisateurs peuvent se connecter à leur réseau d'entreprise et même réaliser des visioconférences sans coupure de réseau. Ce concept, c'est d'équiper un bus de moyens de télécommunication sécurisés pour permettre soit de faire une connexion pendant tout le trajet, mais aussi d'avoir des connexions particulières vers les réseaux de l'entreprise. Une qualité de réseau assurée par Airbus pour un projet développé par Smoothing, une start-up saint-quentinoise missionnée de trouver des solutions pour attirer les jeunes ingénieurs vers ces sites extérieurs à Paris sans perte de temps. C'est tout le propre de la première expérimentation qu'on souhaiterait lancer sur une période de 6 mois, en début d'année. Ce serait effectivement de pouvoir valider, et notamment avec les relations, les ressources humaines des entreprises concernées, cette capacité qu'auraient les collaborateurs à être considérés comme sur le lieu de travail. Une première expérimentation qui visait également à séduire Île-de-France Mobilité pour envisager un test à plus grande échelle, voire une mise en service réel de ces bus à hauts moyens de communication. Les transports du futur, c'est bien sûr au centre de Saint-Quentin. Et en plus, la présidente de la région Île-de-France est très centrée, et elle a raison, portée sur le télétravail, sur les supports numériques aujourd'hui, permettent d'envisager que le temps de transport en fait, soit quasiment dans le temps de travail. Objectif, mettre en place une ligne régulière début 2020 pour réaliser tous les tests et perfectionner le Mobile Office aux ambitions de déploiement international. Chaque mois, le dossier de la rédaction de TV78. Toute cette semaine, focus sur le cinéma dans le département à l'occasion des 50 ans du CNC, les archives du 7e art qui sont installées à Bois d'Arcy. Pour ce premier numéro, focus sur l'école qui forme les futurs cinéastes. Elle est installée à Elancourt, c'est l'école 3IS. Focus avec Mathilde Demy. Dans la salle de montage, Yann se concentre sur son projet en cours. Il apprend ce matin à monter plusieurs images sur son logiciel. Là, on est sur du multicaméra. C'est un nouveau truc qu'on est en train d'apprendre en fait. Pour un mini-mag, je pense que ce sera pour un prochain projet là, qu'on a dans pas longtemps, dans quelques semaines. Comme lui, 1300 étudiants ont décidé de devenir monteurs, réalisateurs, scénaristes, caméramans ou encore sondiers au campus 3IS. Plusieurs formations sont proposées aux étudiants pour être opérationnels à la sortie de l'école. On reste attaché à l'idée que le cinéma, pour l'apprendre, il faut le faire, tout simplement. Donc pour faire du cinéma, il faut avoir les moyens techniques, il faut avoir les locaux, il faut avoir des intervenants de qualité, il faut avoir vraiment un site et des équipements dédiés à l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel au sens large. Donc nous, à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a 2 bâtiments, on a plus de 14 000 m² de surface, d'équipements dédiés, et on fait vraiment en sorte dans notre pédagogie, au-delà des enseignements théoriques, de la culture artistique, des enseignements pratiques, nous, notre démarche, c'est vraiment la mise en situation professionnelle. La création, la technique et la polyvalence sont les qualités les plus importantes pour Éric Dunquian, référent de la filière réalisation et fiction, pour s'adapter au mieux au monde du travail, mais aussi pour se démarquer de ce milieu très sélectif.
Quand on suit une formation donc, de réalisation fiction à l'école, on apprend à concevoir un court-métrage particulièrement, mais aussi d'autres aspects de la fiction comme des séries. C'est-à-dire qu'on apprend à superviser des équipes. Donc qu'on soit à l'origine ou non du projet, on chapeaute l'écriture et puis après la constitution d'une équipe et toutes les étapes de production jusqu'à la finalisation du film. Donc on apprend à diriger, à concevoir et on apprend surtout à employer ses moyens comme une force et non pas comme une limite. Apprendre à travailler en groupe est une notion importante dans le cinéma car pour créer un court-métrage, il faut de nombreux intervenants pour avoir un résultat final. Benjamin l'a bien compris et prépare déjà son prochain projet avec les autres filières. Là en ce moment on est en train de travailler avec d'autres filières dont la production, le montage, le son, l'image, l'assistanat aria et les journalistes. Le but c'est de ramener toutes les filières et de les mettre ensemble pour qu'on fasse une émission donc sur plusieurs thématiques. À la fin des 3 années d'études à 3IS, 87% des étudiants trouvent un travail. Une école qui se développe grâce à ses nombreuses formations et à ses campus pour permettre aux étudiants des outils d'apprentissage de qualité. Souvenir avant de refermer ce journal, il y a tout juste un an se clôturait la Ryder Cup 2018 au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. 3 jours de compétition entre les meilleurs golfeurs mondiaux qui avaient vu la Team Europe sacrée pour la 12e fois face aux États-Unis de Tiger Woods. Vous voyez Francesco Molinari à l'écran, l'Italien qui avait inscrit le point de la victoire. L'événement avait attiré plus de 250 000 spectateurs sur place et généré entre 21 et 24 millions d'euros de retombées économiques pour l'agglomération saint-quentinoise. Toutes les actualités sportives à retrouver d'ailleurs dans un instant. L'émission 7-8 Sport et retour à la présentation de Mickaël Elmidoro. Voilà, c'est la fin du 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.